Dans cet épisode-ci d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique, il se trouve que je suis allé au cinéma. Ce n'est pas une critique d'un truc qui est sur Netflix cette fois. Je suis allé au cinéma, je me suis dit, mais pourquoi pas aller voir un film de Steven Spielberg, vu que les films de Steven Spielberg sont toujours les mêmes, c'est la même formule depuis, disons, 1984, et qu'il se trouve que vu que j'en ai vu beaucoup quand j'étais enfant, je suis sans doute à même de voir où sont les variations par rapport à la formule qui l'a rendu riche, et qu'il faut bien dire ceci, contrairement à son ami Kubrick, Steven Spielberg n'a pas de honte à admettre qu'il est un marchand de cinéma. Il vous vend des films édulcorés où l'idée c'est qu'à la fin vous allez sortir avec un petit sentiment guilleret et que c'est ainsi qu'on est censé se trouver dans un moment où on a l'esprit d'avoir vu un film de Steven Spielberg. C'est que vous avez besoin d'une petite couche de sirop dans votre vie, que cette petite couche de sirop dans votre vie n'a aucun rapport avec la réalité, n'a aucun rapport avec l'idée d'une tension artistique, mais c'est bel et bien ce qu'on appelle du fan service. Et cette fois-ci c'est du fan service pour les gens qui sont fans de jeux vidéo. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais autant vous le répéter, je suis un enfant des années 80, j'ai vu beaucoup de films de Steven Spielberg, et il se trouve aussi que je joue aux jeux vidéo depuis 1989, et oui, c'est aussi étrange que ça, mais voilà, c'est donc ainsi qu'il sera question de Ready Player One dans cet épisode-ci de critique de cinéma. Loin de moi l'idée de dénigrer la carrière de Steven Spielberg. Alors je vais en dire du bien pendant au moins 2 minutes de sa carrière, parce qu'il faut bien se dire ceci, c'est qu'il y a des films très réussis dans tout ceci, mais que ma théorie, c'est une théorie que j'ai depuis à peu près l'âge de 10 ans, ce qui vous donne une vague idée de l'étrangeté des théories qui était déjà dans ma tête à cette époque, mais j'ai toujours pensé que Steven Spielberg avait peur du côté obscur qui est en lui, c'est-à-dire qu'il avait peur de son envie de faire des films d'horreur, son envie de faire des films gore, et que depuis qu'il a eu des enfants, d'une certaine manière, il a fait le plus cool et délicat possible pour ne pas choquer ses petits, pour ne pas avoir honte en quelque sorte d'avoir fait quelque chose qui n'était pas nécessairement tout public. Alors il se trouve que c'est probablement dans le domaine de l'un peu le thriller, un peu de l'horreur qu'il a le mieux fonctionné. Je ne sais pas si vous avez vu Duel, mais c'est l'un des meilleurs téléfilms de l'histoire du téléfilm, car il se trouve qu'à l'époque on filmait des téléfilms sur pellicule et non pas celles qu'on a dans les cheveux, mais bel et bien le triacétate de cellulose, mais qu'on se trouve aussi dans une situation assez étrange, c'est que quand on met la théorie d'avoir Steven Spielberg qui fait un film qui n'est pas sur la fameuse formule Spielbergienne du blockbuster, on se retrouve avec un film comme, je ne sais pas moi, Les Dents de la Mer. Alors Les Dents de la Mer, c'est un peu l'un des meilleurs, j'allais dire l'un des meilleurs thrillers ferroviaires, mais je voulais bien dire l'un des meilleurs thrillers sous la mer, à proximité de la mer, etc., etc. C'est un film qui vous a fait réfléchir aux horreurs potentielles de cet incroyable endroit qu'on appelle le littoral, dit-il après avoir trouvé le mot. Alors c'est assez magnifique, c'est que maintenant on est à un stade où on voit dans mes yeux le moment où je cherche un mot, s'ils deviennent vide. C'est l'un des problèmes du fait d'avoir fait trop de vidéos sur Internet dans sa carrière, c'est que l'on devient très habillé avec le et le ching-ching et le schwimp, mais bel et bien, on se retrouve dans une situation où les gens peuvent lire votre visage. C'est aussi pour ça que les gens m'appellent le masque, parce qu'on peut lire sur mon visage. La plupart des gens, ils ont un visage qui est inexpressif, mais moi je suis genre, on voit tout ce qui se passe dans ma tête, dans mon visage, c'est atroce. Donc toujours est-il que voilà, le paradoxe aussi, c'est qu'il a fait des films qui étaient un peu horrifiques avec son ami George Lucas. Ça vous donne évidemment Indiana Jones and Temple of Doom, qui se trouve être aussi violent qu'il l'est pour une très simple raison, c'est qu'à l'époque, Lucas était en train de vivre le pire divorce de sa vie, or il en a vécu plus qu'un, et qu'il était donc plein de hargne et de vigueur, et qu'il a fait probablement l'un des meilleurs scénarios qu'il ait jamais réalisé dans sa vie, ce qui veut dire ceci, alors même qu'il a plus ou moins signé 6 Star Wars dans sa carrière, mais que le paradoxe avec un homme comme Steven Spielberg, dit-il en ayant sorti quelque chose de sa poche, si ça c'est pas mystérieux, si ce l'est, ce n'est pas une compagnie, ce n'est pas autre chose, c'est simplement, ce n'est pas non plus un poste promotionnel, c'est simplement cette remarque-ci, c'est que quand on utilise la formule Spielbergienne pour faire un film, cela vous donne
Retour vers le futur de Zemeckis, qui est un meilleur film Spielberg que l'intégralité des films Spielberg qu'il a réalisé sur sa propre formule, si ça c'est pas paradoxal, car il a su lui dire, ouais, non, c'est bien, c'est ta formule, d'accord, mais, et si on faisait ça, et quand on y réfléchit posément, c'est un film qui a un peu moins peur de son côté obscur, car je vous rappelle que c'est l'histoire d'un type qui va dans le passé pour défoncer le continuum espace-temps afin de favoriser sa lignée, tout en évitant les avances de sa mère, que c'est très incestueux et tout ci, tout ça, et je suis certain que vous avez déjà entendu toutes les théories sur le sujet, donc on va aller simplement dans ceci. J'ai vu des excellents films de Spielberg, j'en ai vu des moins bons. Il faut bien se dire que Big Friendly Giant, BFG, ça ne voulait pas dire By a Force Gun, contrairement à ce que le film Doom vous disait, mais simplement ceci, c'est une horreur. Je veux dire, il y a des films qui sont visiblement sans aucun mordant dans la carrière d'un homme comme celui-ci, mais il a aussi réalisé un film comme le film Tintin, qui était probablement le moment où on se dit, mais peut-être qu'il a encore quelque chose. Je veux dire, quand on le force à travailler avec Edgar Wright qui retravaille sur son script et des choses comme ça, quand on ne laisse pas tomber dans ses habitudes, ça vous donne un film comme le film Tintin, qui est un extraordinaire film pour enfants et qui est certainement digne du fait d'être l'adaptation de l'une des plus grandes bandes dessinées internationales du domaine de l'activité, et que je vous dise tout ceci, pas simplement parce que je suis belge, mais aussi parce que je suis plutôt fan de Spirou, mais toujours est-il que ça veut dire quelque chose aussi, Tintin. Et que Ready Player One, c'est quoi? C'est un film qui est tiré d'un de ces romans pour enfants, vous savez, les young adults, et que ça vous a donné des choses aussi improbables, que vous savez, Maze Runner, c'est l'histoire de gens, ils courent dans du maïs, je n'ai pas vu le film, et que vous savez aussi Twilight, c'est des gens, ils courent dans leur public. Est-ce qu'on peut faire des blagues comme ça sur le nouveau YouTube sans être démonétisé? La question se pose. Donc toujours est-il que voilà, les livres pour Young Adults, c'est super simple, c'est vachement saccharin, il y a aucun effort littéraire qui est réalisé là-dedans, c'est niveau zéro de la littérature, mais vu que les gens ne lisent plus de nos jours, à part ça, on se retrouve là-dedans. C'est un moment où Harry Potter, qui était déjà pas un livre avec des incroyables ambitions artistiques, est en train de devenir un livre avec un haut niveau de compétence dans ce domaine d'activité si particulier. Je ne suis pas en train de taper sur Harry Potter, je ne suis pas en train de taper sur Harry Potter, je répète, je ne suis pas en train de taper sur Harry Potter, je suis en train de taper sur les bouquins comme Ready Player One, qui vous a donné un film de Steven Spielberg produit par 4 personnes et 6 compagnies de production, car de nos jours, après des échecs comme celui de Big Friendly Giant et des choses comme ça, oui, même lui, il a du mal à imposer les films qu'il veut faire. C'est pour ça que le film Tintin ne sortira pas avant 2072, le deuxième, puis le troisième en 2827, et il sera réalisé par le crâne cryogénisé de Walt Disney et de Steven Spielberg dans un moment qui sera très futuramaesque. Alors l'idée, c'est très simple, c'est que vous avez la formule Spielberg, c'est toujours la même, et que l'idée, c'est très simple, c'est que vous avez un jeune homme charismatique, il ressemble un peu à un clone pas réellement bien réalisé de Miles Teller. Ce n'est pas un homme qui s'appelle Miles Teller, c'est un homme qui s'appelle Ty Sheridan. Ce n'est pas une Sheridan, c'est un Sheridan. Et l'idée, c'est très simple, c'est dans un univers où il y a un jeu, et que c'est un jeu qui est un jeu métatextuel où tous les univers se retrouvent afin de faire une série de références prostitutives au domaine du jeu vidéo et blablabla. Mais c'est dans un univers dystopique, mais pas tant dystopique que ça, et les gens, ils ont des inégalités, mais pas tant d'inégalités que ça, parce que certains, ils ont des meilleures connexions, mais d'autres, ils ont des moins bonnes connexions, mais ça n'a aucune forme d'importance en termes narratifs, parce que c'est un film, on n'a pas envie que vous réfléchissiez trop au setting, et l'intégralité vous amène simplement à ceci, et ceci vous amène à réfléchir à cela, c'est que c'est soit un jeune homme arrivé dans un jeu vidéo qui s'appelle l'Oasis, et que je suis certain que vous savez, l'Oasis is good! La référence est faite, si ça c'est pas faire l'effort de le faire, et l'effort de le faire, le fige, oh oui, je viens de le faire. Toujours est-il que voilà, il va aller dans le jeu vidéo parce qu'il y avait quelque part un geek, que c'était un gros geek qui ressemble d'ailleurs, grosso modo, à Jeff Minter, et que il a fait le tour du monde et il a été triste de ne pas pouvoir se marier avec la femme qui est devenue la dulcinée de son meilleur ami Simon Pegg, bip boop, scénario générique numéro 672, bip boop, et que dans le jeu qui s'appelle Oasis, et Oasis is good! Il se trouve bien entendu qu'il y a 3 clés secrètes, que les clés secrètes, si vous trouvez les 3 clés secrètes, vous pouvez prendre le contrôle de l'univers que c'est Oasis, et à la fin, vous allez sans doute rencontrer la femme de votre vie, et vous aurez des amis, vous allez rencontrer vos amis que vous aviez en ligne, vous allez vous rencontrer IRL, et vous allez faire du LOL, et nanani, et nanana, et vous allez manger peut-être même, je ne sais pas, moi, un poulet avec de la sauce aux oreilles, des rimes en L, car nous sommes dans Critique Cruelle, non, nous ne sommes pas dans Critique Cruelle, nous sommes dans Cinéma Arthur, mais toujours est-il qu'on se retrouve dans une situation, oui, voilà, c'est très générique, ça commence avec de la musique. Alors c'est un film qui est réalisé par l'un des cinéastes les plus efficaces d'un point de vue technique, donc les plans sont, je veux dire, le focus est au bon endroit, il y a une compréhension dans les choses bougent, le méchant est charismatique, il n'a pas oublié de se payer un méchant charismatique, c'est probablement un point clé dans le cinéma de Steven Spielberg, c'est que vous avez besoin d'un méchant charismatique. Pensez
Je suis en train de réfléchir d'ailleurs à la liste de Schindler. À la liste de Schindler, vous avez besoin d'un ennemi, et l'ennemi doit être aussi charismatique que le héros, et que oui, en fait, il a fait un film de plus qui est un chef-d'œuvre, qui n'est pas dans sa formule. Je suis certain que les gens dans les commentaires sont déjà en train de me crucifier parce qu'ils ont regardé les 2 premières minutes de la vidéo, ils ont oublié de penser que parfois j'arrive à me souvenir des choses, car l'intégralité de ces critiques, je vous le rassure, sont pas écrites, hein. Je saurais pas écrire tout ceci et le lire à la même vitesse, surtout pas en portant les lunettes solaires, donc toujours est-il que voilà. Et c'est très radio-cliché, à la fin, tout finit bien, parce que c'est un film de Steven Spielberg. C'est aussi un film de Steven Spielberg, alors on va rentrer dans des très légers spoilers, mais à un moment où on rentre dans l'univers de Shining de Stanley Kubrick. Alors, je sais qu'ils étaient très potes. Kubrick et Spielberg, ils étaient comme cul et chemise, c'était des gens qui pouvaient parler à un niveau de compétence élevé du fait de faire des films. Kubrick était un artiste, lui. Toujours est-il que voilà. Donc, on se retrouve dans le monde de Shining, et les plans sont à la Steven Spielberg, où il a appris à réaliser des films en 3D, vu que l'intégralité de la portion action du film est réalisée en 3D. Il a appris à réaliser des films en 3D en réalisant ce film Tintin, qui sera probablement bien meilleur que le film Gaston Lagaffe, qui a l'air d'être un film, vous avez envie à peine quand vous voyez le poster de lui mettre des baffes, et que voilà, c'est très bien qu'il fasse un film qui prostitue l'intégralité de la culture vidéoludique pour faire, vous savez, une histoire plate sur un gars rencontre une fille, à la fin ils finissent heureux parce qu'ils ont réussi à travers, vous savez, ils ont un peu comme dans Yu-Gi-Oh, ils ont l'esprit des cartes, ils sont amis parce qu'ils sont amis pour la vie, ils sont dans la vie d'être amis, ils sont amis d'être amis, et qu'ils arrivent à se battre contre la méchante corporation, oh, et à la fin l'amour triomphe, oh, etc., et que voilà, c'est mignon. C'est certainement un film, si ça c'est pas paradoxal, toutes les personnes qui avaient plus de 35 ans, quand j'étais dans une projection, ils étaient là genre, ah oui, mais c'est la scène de combat où c'est des armées en 3D qui se foutent sur la gueule parce que c'est à la mode maintenant, les films ils doivent avoir ça, vous vous souvenez quand Sam Raimi a dû faire ça dans son film Le Magicien d'Oz, que je me suis le Powerful et Wonderful Oz, le Oz, que c'était un film qui était pas terrible, mais que voilà, même Sam Raimi a dû s'y mettre, et qu'on se met à réfléchir que peut-être qu'un film comme ça aurait besoin d'un artiste. Mais alors, est-ce qu'on peut faire un film de ce type-là en ayant un artiste derrière les commandes, la question se pose, et arriver à mettre un peu de danger, des choses et des retournements de situation, tout en adaptant un livre pour bambins? Sans doute que non. Alors c'est probablement le meilleur film que l'on pouvait réaliser sur le sujet. C'est un film qui est bon par la facture, qui est joli à regarder, qui a des effets spéciaux qui sont extraordinaires, mais qui vous font quand même penser que ces films n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme pour raison très simple, c'est qu'ils essayent d'adapter quelque chose de manière lisse et polie qui plaise à tout le monde, tandis qu'il faudrait à un moment ou à un autre insuffler, c'est un peu une tragédie disneyienne que je suis en train de vous mettre là-dedans, mais il faudrait qu'il y ait des conséquences pour les choses qui se passent. Il faudrait qu'il y ait des moments où la tragédie frappe. Il faudrait en quelque sorte que tout ne se termine pas heureux. Il faudrait qu'il y ait quelque part un sacrifice. Or, évidemment, comme on est dans un monde virtuel, les sacrifices le sont aussi, et que donc les enjeux sont limites minimaux, et on se dit ceci en regardant ceci, c'est que c'est comme regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo qui n'existe pas. Ça, c'est Ready Player One. Tout en disant ceci, extraordinaire mention à la bande-son. Au début du film, je me suis dit, ah oui, évidemment, ça va être un film des années 80, alors il va mettre toutes les incroyables plaisanteries qu'on voit dans les films des années 80, il y aura même pas un morceau de Hall & Oates, et à la fin, tandis qu'il essaye d'expliquer le sens de la vie, de l'amour, de c'est bien d'être ensemble, et tout ça, il met du Hall & Oates, et alors là, on se dit, oui, Spielberg, il a encore quelques coups, et c'est les mêmes coups que d'habitude, vous les avez vus 627 fois, mais il sait encore les réaliser, et c'est un peu comme un vieux catcheur qui peine avec grande difficulté à faire le perfect plex, ou je sais pas, moi, un truc qui est un peu plus difficile, vous savez, le Bomaye, ou le Kinshasa, ou je sais pas, moi, le Road Bomb, vous savez, ou c'est comme regarder AJ Styles qui a très mal au dos, mais et on sent qu'il est en train d'éviter d'avoir mal au dos, puis après, un bref instant, la juvénile efficacité de son corps se met en... Il saute sur la 3e corde, et il saute en avant à 2 mètres en l'air, et il fout un coup de coude dans la tête du type sans lui faire mal, parce que c'est AJ Styles, et AJ Styles est un grand professionnel. Bref, c'est un peu ça. C'est la fin de carrière de Steven Spielberg, et c'est assez triste. En même temps, je suis de cet avis depuis près de 20 ans, et je dois admettre ceci, c'est que, comme film, qui est un hommage aux jeux vidéo, c'est probablement un meilleur hommage aux jeux vidéo que Wreck-It Ralph. Admettons-le. Mais ce n'est pas nécessairement un aussi bon hommage aux jeux vidéo que The Last Starfighter. La référence est faite, etc. Dans le prochain épisode de... Comment ça s'appelle, ces émissions encore? Cinéma Arthur.
il sera quelque chose, question de quelque chose, question, il sera question peut-être même de quelque chose. N'oubliez pas que si vous aimez ce genre de vidéo où un homme qui a visiblement 10 ans de trop pour apprécier des films pour enfants de 6 ans est en train de les défoncer et que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais que parfois il parle de choses qu'il aime vraiment beaucoup, pensez à vous abonner à une autre chaîne et à nous mettre un pouce dans le cul, bien entendu. C'était un nouvel épisode d'une émission que je vais pas aller me fatiguer à faire une troisième fois. Vous savez de quoi il était question. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans un épisode que je ne sais pas encore de quoi il est question, mais à un moment ou à un autre, je vais devoir parler de Guyver. Ça va faire genre 6 mois que je tease une vidéo sur Guyver. Et pour le coup, Steven Spielberg ne saurait pas faire un film Guyver, parce qu'un film Guyver, ça doit être gore, et que c'était de ça dont il était question, cet épisode-ci de... Mes genoux sont morts.